Bon, bah, du coup, je me présente. Moi, je suis Quentin Martinet, donc je suis doctorant actuellement en 2e année, donc au laboratoire Performance, Santé, Métrologie et Société. Donc, en fait, c'est le STAPS. Donc, je suis doctorant en STAPS, donc activité physique. Donc là, je suis pour vous présenter mon projet de thèse et du coup, dans le cycle antithèse. Donc, on va commencer. Dans un premier temps, je vais vous présenter mon projet de thèse, pourquoi ce projet est né. Ensuite, je vous présenterai 2 expérimentations que j'ai pu mener durant les 2 années de ma thèse. Et enfin, une petite sensibilisation lors du sport au quotidien. Donc déjà, pourquoi s'intéresser à la qualité de l'air? Donc en fait, la qualité de l'air, ça fait maintenant plusieurs années qu'on entend parler. On voit aussi les effets néfastes que ça peut avoir sur la santé et aussi donc, sur la biodiversité, sur l'environnement. En fait, ce terme va désigner une concentration de composants chimiques. Donc en fait, c'est tout ce qui va être gaz. On entend souvent parler surtout de O3, donc l'ozone. Et aussi tout ce qui va être des concentrations physiques. Donc quand on parle de concentration physique, ça va être tout ce qui va être particules fines. On entend souvent aussi parler de PM, donc en fait c'est particulate matter. Donc en fait on parle toujours de particules fines dans ce cas-là. Ça vient en minorité de phénomènes d'origine naturelle, éruptions volcaniques. On entend parler maintenant de plus en plus souvent tous les ans de vents de sable du Sahara qui peuvent amener donc plusieurs particules fines. Et enfin, majorité pour les activités humaines, tout ce qui va être industrie et surtout le moteur à explosion. Donc, on s'y intéresse aussi parce que l'impact en fait, de cette pollution serait particulièrement sous-estimé. Notamment l'OMS, depuis ça fait maintenant 2 ans, dit que la pollution de l'air serait le principal risque environnemental pour la santé humaine. Et ainsi, l'exposition à la pollution causerait environ 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. Et depuis 2013, les particules fines donc, sont classées maintenant comme cancérigènes donc, par le Centre international de recherche sur le cancer. Et la toxicité de ces particules vient de plusieurs facteurs, notamment leur composition. En fait, une particule, c'est comme si on prenait un grain de sable. Plusieurs composants vont pouvoir se fixer dessus, notamment les métaux lourds. Et grâce à cette fixation, les métaux lourds vont pouvoir rentrer dans le corps par les particules fines. C'est un véritable cheval de Troie, et aussi par leur taille. Plus elles sont fines, plus elles vont pouvoir pénétrer profondément dans le corps. Et du coup, l'activité physique, pourquoi avec la qualité de l'air? Donc, parce que les efforts physiques, notamment intenses, favoriseraient l'entrée de ces polluants, notamment via 3 facteurs. Donc en fait, quand on va faire de l'activité physique, notre fréquence respiratoire et notre volume respiratoire, on peut le voir quand on va courir par exemple, va augmenter. Donc en fait, si on a plus de concentration de polluants dans l'air qu'on respire, ils vont pouvoir pénétrer dans le corps de façon naturelle. Comme on augmente cette fréquence, en fait, le volume, enfin le flux d'air va augmenter en termes de vitesse. Du coup, en fait, les polluants vont rentrer plus vite dans le corps et vont avoir moins de chances de se fixer dans les muqueuses et on pourra aller plus profondément, plus loin dans les poumons. Et enfin, comme on inspire plus d'air, notamment par la bouche, on peut voir quand on fait une activité physique intense, on respire notamment par la bouche, ça va diminuer la filtration nasale, ce qui va encore une fois favoriser donc, l'entrée des polluants dans notre corps. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de particules fines. Donc là, je vais vous présenter en fait, un comparatif entre les particules fines que je vais mesurer et la taille d'un cheveu. Donc, pour qu'on se présente, la taille d'un cheveu, c'est environ 50 à 70 micromètres. Donc, micromètre, juste petit rappel, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Les plus grosses particules que je vais pouvoir mesurer avec mes capteurs vont être les PM10. Donc, quand on parle de 10, après, je vais vous présenter 2,5 et 1. On parle toujours du diamètre de la particule en micromètres. Donc là, on peut voir que les PM10, ce sont les plus grosses particules. On peut déjà voir la taille qui est petite comparée à un cheveu. Les PM2,5 sont encore plus petites. Et enfin, les PM1, les plus petites particules que je peux mesurer, on peut voir qu'elles sont vraiment petites comparées à un cheveu. Et du coup, on parlait aussi de leur taille, que ça avait un impact. Donc par exemple, les PM10, grâce au code couleur ici, on peut voir que les PM10 vont pouvoir aller notamment dans les voies aériennes qu'on appelle supérieures jusqu'à la trachée. Normalement, elles ne vont pas pouvoir aller plus profondément dans le corps. Ensuite, nous aurons les PM2,5 qui, elles, vont pouvoir aller jusque dans les poumons, et notamment jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Donc là où on a les échanges de gaz entre du coup l'air qu'on inspire et l'activité sanguine. Et enfin, les PM1, elles vont pouvoir rentrer encore plus profondément et là vont pouvoir passer la barrière de cet alvéole pulmonaire. Et certaines études ont montré qu'on pouvait retrouver des PM1 donc dans différents organes du corps. Du coup, une fois qu'on a regardé tout ça, j'ai regardé un peu dans la littérature qu'est-ce qui avait déjà été fait. Donc on peut voir que plusieurs articles disent qu'il n'y a pas d'impact. Donc
Il y a des tests notamment de 8 km de course à pied qui ont été faits en laboratoire dans différentes compositions, donc notamment d'ozone. On voit qu'il n'y avait pas d'impact sur la performance et la santé de la personne. La même chose a été vue sur des performances en course lors de 20 km chez des cyclistes, toujours en laboratoire. Alors quand on parle de laboratoire, il faut s'imaginer une chambre où on peut varier dedans l'humidité, la chaleur et aussi les concentrations de gaz ou de particules fines, à base donc d'un moteur qui fonctionne par intermittence dans cet environnement pour ajouter des particules fines ou des gaz en fait, avec des bonbonnes de gaz qu'on va injecter aussi par intermittence dans cette chambre. Et du coup, on peut voir aussi que de nombreuses études ont rapporté donc un phéno inchangé. En fait, le phéno, c'est un marqueur de l'inflammation des voies respiratoires, soit où il y avait beaucoup de concentration de gaz et de particules fines, il n'y avait donc aucun changement, ou les changements étaient similaires entre air filtré, donc sans concentration de polluants, et avec une concentration de polluants. Par contre, d'autres études ont montré différents impacts. Donc, notamment, la pollution de l'air aurait aggravé des variables spirométriques, donc tout ce qui est la fonction pulmonaire, après l'exercice, toujours avec des changements faibles. Ça a été vu pour l'ozone, les PM2,5 et notamment les PM10 qui ont été beaucoup plus utilisés. Et une analyse des résultats de 7 marathons américains a montré par contre là une corrélation entre la diminution de la performance et les PM10. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une relation notamment significative que chez les femmes. On ne sait pas pourquoi c'était vraiment que chez les femmes. Et pour chaque augmentation en fait, de 10 micromètres par mètre cube, donc notamment pour les PM10, on pouvait s'attendre à une diminution jusqu'à 1,4%. 1,4%, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais un niveau vraiment très haut niveau, ça peut être très important, notamment par exemple avoir une médaille et ne pas avoir de médaille au marathon. Et enfin, les performances ont été inférieures chez des joueurs de foot qui jouaient sur des stades à côté donc, de grosses agglomérations ou à côté de grosses voies de circulation. Et aussi, donc, on peut voir qu'il y avait un rapport entre une zone polluée et des exercices de cyclisme. Donc, on voit qu'il y a quelques études sur le sujet, mais elles sont peu nombreuses, les méthodologies sont très différentes, il y a un nombre limité de sujets, bien souvent entre 1 et 10 sujets, et les niveaux de preuve étaient vraiment faibles, voire très faibles. D'où les données suggèrent un fort besoin d'études supplémentaires. Voilà pourquoi mon projet existe. Donc, mon projet s'appelle PAPE, pour pollution et activité physique en environnement urbain. Il se situe dans ce qu'on appelle Aérolab. Donc, Aérolab, c'est un centre centré sur le développement de solutions innovantes pour quantifier donc, les émissions atmosphériques. Et du coup, nous sommes sur le volet sport-santé, donc avec Aérosport. Donc, l'objectif de cette étude est d'étudier les effets de la qualité de l'air sur les variables de la performance et notamment de l'adaptation à l'effort. Pourquoi ? Parce qu'on veut enrichir les connaissances, qui sont à ce jour très rares, voire inexistantes sur ce sujet, et aussi pour répondre aux contradictions entre sédentarité et déplacement actif. Est-ce que ça va être mieux de ne pas faire d'activité physique ou de faire d'activité physique même si on est dans un environnement pollué ? Voir s'il y a des effets délétères qu'il pourrait avoir sur la santé et sur la performance des personnes, ou s'il n'y a pas d'effet par exemple. Notre hypothèse serait que la qualité de l'air va influencer notamment les variables physiologiques et de la performance. Donc on pourrait s'attendre à des baisses de performance et à des changements sur les variables physiologiques. Et du coup, il y aurait aussi une influence sur la perception de l'effort. Donc la perception de l'effort, ce qu'on appelle le RPE, c'est en fait comment on se sent quand on fait notre activité physique. Donc en fait, on suppose que dans une activité physique qui serait faite dans un environnement pollué, on aurait une perception de l'effort qui serait plus haute pour la même charge de travail. Je vais vous présenter maintenant 2 expérimentations que j'ai faites durant ma thèse. Donc, la première, c'est l'ultra-trail scientifique de Clécy. Donc, en fait, un ultra-trail, c'est une course d'assez longue distance réalisée donc, en milieu rural, donc dans les chemins, les forêts, etc. Donc là, les sujets avaient 6 boucles identiques de 26 km à faire, ce qui faisait un total de 156 km quand même en course à pied, et 6 mm de dénivelé positif. Et du coup, lors de cette étude, nous avions 55 sujets qui ont participé à la course. Donc, nous avons placé 2 capteurs de qualité de l'air. Nos capteurs de qualité de l'air, on les appelle des AQT 530, on en verra un juste après, qui sont placés à 1,70 m du sol. Pourquoi 1,70 m ? Pour 2 raisons. C'est la hauteur déjà de la bouche et du nez, donc les points d'entrée des polluants, et notamment que si on mettait le capteur beaucoup plus bas, en fait, il aspirerait tout ce qui se trouve au niveau du sol, donc notamment en particules fines, et pas ce qui se trouve au niveau où nous, on respire. Du coup, les capteurs ont été mis un au départ de la boucle et le deuxième aux 14 km, donc au milieu de la boucle.
Et on peut voir donc un capteur ici, c'est fixé sur un trépied, et toujours à environ 1,70 m des coureurs. Chaque personne avait un t-shirt Exoskin, je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. En fait, c'est un gilet qui permet d'avoir toutes les variables de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et aussi des montres GPS. Donc les montres GPS, c'était pour avoir toutes les variables de la performance. On parle d'allure, de vitesse de course, tout ce qui va être aussi les chronométrages. Et du coup, à chaque tour, donc, quand on revenait au départ, les sujets avaient environ 40 tests à faire, donc scientifiques, ça allait des questionnements sur la fatigue, etc., et aussi des prélèvements de sang veineux, donc, auxquels moi j'ai participé durant l'étude, et nous avons déjà sorti donc, un article qui présente les différentes modifications qu'on a pu voir, notamment sur donc, les gaz sanguins. Du coup, les montres GPS, comme je vous l'ai dit, c'était pour avoir tout ce qui est les performances sportives, donc vitesse, allure, et les t-shirts Exoskin pour vous montrer, en fait, ça se porte sur la peau, c'est comme un marcel, et en fait, nous avons différents capteurs qui sont posés au niveau donc, de la cage thoracique et de l'abdomen, qui nous permettent donc d'avoir tout ce qui va être les variables donc, cardiaques, paramètres cardiaques et respiratoires, donc notamment ce qu'on va utiliser, nous, c'est la fréquence cardiaque et respiratoire, et notamment aussi la ventilation minute, donc la quantité d'air que l'on inspire par minute, et la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, ici, je vous montre juste pour vous montrer que quand on fait une étude donc, comme celle-ci, bien souvent nous avons un panel de coureurs, là nous en avions 60, mais ce n'est pas 60 qu'on va pouvoir analyser à la fin, qu'on va pouvoir utiliser dans notre étude. En effet, là on s'aperçoit que sur les 60, nous n'avons que 56 coureurs qui sont présentés à la course. Une personne n'a pas été incluse, donc elle avait des critères d'exclusion, donc des pathologies qu'on n'a pas pu remarquer avant. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu donc, courir cette épreuve. Et enfin, nous avons différentes données que nous n'avons pas pu utiliser pour plusieurs raisons. Par exemple, la montre de la personne n'a pas bien fonctionné, donc on n'avait pas de données. Ou par exemple, le GPS n'a pas pu repérer la personne sur sa montre, donc on ne savait pas vraiment où elle se trouvait par rapport à nos capteurs. Ou des fichiers qui étaient non utilisables. Donc, par exemple, nous avons différents Exoskin, donc les t-shirts que je vous ai montrés, où il n'y avait pas d'horodatage. Donc, ils fonctionnent, mais on ne sait pas quand, donc les données ne sont pas utilisables. Donc, au total, on est passé de 60 à 45 personnes. Du coup, nous avons eu donc, toutes les particules fines que je vous ai présentées tout à l'heure, PM1, PM2,5, PM10, qui ont été mesurées en continu tout au long de la course. Donc, sur la totalité de la course, on peut voir donc, qu'il y a des petits points en pointillés, notamment sur les PM10 et PM2,5, c'est les seuils de référence de l'OMS. En fait, c'est des seuils qui sont à ne pas dépasser normalement sur une fenêtre temporelle de 24 heures. On peut voir que pour les PM1, il n'y en a pas, parce qu'en fait, les PM1 sont encore des mesures assez rares, c'est des capteurs assez évolués, donc il n'y a pas encore de seuil de référence. Par contre, pour ce qui est des PM2,5 et PM10, on peut voir que ces seuils sont bien présents ici et ici, et on peut voir notamment qu'il y a des endroits où on a dépassé ces seuils. Donc, pour des faibles périodes, que ce soit pour les PM2,5 ou PM10, entre 290 et 60 minutes, c'est une course qui a duré pour les premiers 20 heures et pour les derniers environ 48 heures. C'est encore assez faible, mais on est quand même en milieu très rural. À savoir qu'on était, la plus grosse ville était Caen, à environ 100 km. Sinon, c'était que des petits villages. Du coup, nous avons regardé aussi tout ce qui se passe en termes donc, de performance et de variables donc, physiologiques, avec le calcul d'un coefficient de détermination entre le Z-score des données des coureurs. Donc là, c'est lors d'une boucle sur un des coureurs que nous avons pris au hasard. Donc en fait, les Z-scores, ça permet de mettre en corrélation, par exemple, une fréquence cardiaque et une vitesse sans les unités. En fait, là, le Z-score retire toutes les unités et on peut corréler un peu toutes les données entre elles. Du coup, nous pouvons voir qu'il y a une forte corrélation entre les fréquences cardiaques respiratoire et la ventilation minute. Ça, c'est ce qui est normal. On peut voir aussi une petite corrélation, mais moins importante, entre la fréquence cardiaque et respiratoire, et notamment donc, l'humidité. Là, donc, ce n'était pas avec les particules fines. Et enfin, une concentration donc, de particules fines PM1, PM2,5 et PM10 qui, elles, sont fortement corrélées entre elles. Bien souvent, quand nous avons une particule qui augmente, les autres plus petites ou plus grosses vont augmenter en même temps. Et du coup, on peut voir qu'il y a certaines corrélations, mais beaucoup moins importantes quand même, entre la respiration et par exemple d'autres choses que nous avons plus bas. Par contre, si on voit entre la fréquence cardiaque respiratoire ou les paramètres donc, de performance, il n'y a aucune corrélation qu'on peut voir notable sur ce coureur avec les concentrations de polluants, que ce soit gazeux ou particulaires. La deuxième expérimentation que j'ai réalisée, donc, elle se trouvait ici même, sur donc, le campus du Moulin de la Housse. C'était le semi-trail scientifique donc, qui s'est déroulé le 11 mars dernier.
Donc on voit vraiment qu'on était sur la totalité du campus, nous sommes là actuellement. Donc c'était 4 boucles identiques, toujours la même expérimentation. Là c'était 5,250 km, donc beaucoup plus court, pour réaliser au total 21 km et 145 mètres de dénivelé positif. Ici nous avions 41 sujets et on peut voir, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des fois les capteurs ne fonctionnent pas, etc. Nous n'avons que 14 sujets exploitables lors de la course. Là on a vraiment eu une grosse perte, notamment à cause de différents problèmes logistiques. Donc nous avions placé 4 capteurs de qualité de l'air, un au départ, donc au niveau du bâtiment, donc 25 du STAPS, un au kilomètre 13, donc 1,3, désolé. Donc en fait, juste à côté de la tour Ecos, qu'on peut voir ici, qui mesure différents gaz sur cette tour, un sur la piste d'athlétisme, et enfin le dernier au niveau d'Aérolab. Et en fait, sur les 4 capteurs, nous avons différents problèmes logistiques, je vous ai dit. Des fois, certains ne fonctionnent pas avec les petits ordinateurs qui les font fonctionner. Et là, lors de la course, on est passé de 4 à en fait 2 qui ont fonctionné lors de la course. Nous avions un qui était sur batterie, la batterie a cessé de fonctionner, sûrement parce qu'il n'y avait plus assez d'énergie. Et l'autre, on ne sait pas pourquoi, le capteur s'est arrêté. Et du coup, à chaque tour, la personne devait répondre à sa perception de l'effort, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le RPE, donc dès qu'elle arrivait. Ensuite, elle avait 4 mesures non invasives, donc on lui prenait sa pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et saturation pulsée en oxygène, et aussi une réalisation d'une échocardiographie cardiaque transthoracique. Donc comme on peut voir ici, donc en fait, à chaque fois que la personne arrivait, elle passait donc à une échographie pour voir les paramètres cardiaques, différents paramètres qu'on pourrait évaluer et voir en fait son évolution au cours de la course en fonction donc de l'effort de la personne et aussi des concentrations qu'on pourrait avoir de polluants. Et enfin, chaque personne avait une montre GPS pour avoir le suivi des traces GPX, comme je vous ai présenté à Clécy, donc pour avoir en fait où la personne se trouve sur le parcours en fonction de nos capteurs et aussi pour avoir toutes les données de performance. Donc là, j'ai refait les mêmes graphiques que nous avions tout à l'heure à Clécy, toujours avec les mêmes particules. Les gaz étaient vraiment très bas, on était aux alentours des 0,000 quelque chose en concentration, donc c'était vraiment très bas. Et là, par contre, il y a seulement les PM2,5 qui se sont rapprochés du seuil de référence de l'OMS. Et sinon, pour tous les autres particules, on peut voir qu'on est très loin des seuils et aucun temps cumulé au-dessus des seuils n'a été vu. On pense que c'est dû aux conditions météo. Donc en fait, le jour avant la course, nous étions en avis de tempête, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et en fait, ça a dû faire retomber beaucoup de particules au sol et notamment les concentrations en gaz aussi. Ce qui a fait que nous avons une concentration, donc une qualité de l'air assez bonne, voire très bonne le jour de la course. Donc pour le moment, nous n'avons pas pu encore analyser toutes les données de performance, mais nous pensions qu'il y aura soit un très faible impact de cette qualité de l'air, soit pas d'impact. Donc maintenant, je vais vous présenter juste très brièvement et assez rapidement comment limiter son exposition aux polluants quand on fait du sport, pour ceux qui vont faire du sport, par exemple dans Reims, la coulée verte, etc. Donc en fait, il y a plusieurs petits gestes qui peuvent nous aider à courir dans une exposition à une exposition en fait plus basse. Donc notamment privilégier les entraînements qui seront soit matinaux, donc où là les concentrations de polluants sont relativement bas, et aussi le soir. Mais le soir, plutôt des séances après 21h. Parce qu'en fait, si on est avant 21h, on va être dans ce qu'on appelle les heures pleines, donc là où le trafic routier, toutes les personnes vont au travail, rentrent chez elles, etc. Donc le matin entre 7 et 9h, le midi entre 12 et 14h, et le soir entre 16h30 et 18h. Si on regarde certaines de qualité de l'air, notamment avec d'autres stations comme Atmo Grand Est et tout, on peut voir qu'il y a vraiment des variations périodiques à ces heures-là. Et du coup, pratiquer plutôt une activité physique aussi le week-end, notamment le dimanche matin. C'est là où il va y avoir le moins d'effet de tout ce qui est infrastructure industrielle et aussi trafic routier. Pour les lieux et parcours, on va plutôt privilégier des parcs et des espaces verts, assez loin des axes de circulation et des industries, donc comme la voie verte, pour ceux qui connaissent. Non, ça c'était une petite blague pour ceux qui connaissent un peu Reims, donc courir à côté d'une queue de voie. On peut se demander si c'est une bonne idée ou pas. Bon, chacun aura sa petite réponse. Après, on va faire des analyses normalement dans les mois futurs pour voir si justement on peut voir un impact ou pas. Il est aussi possible de se renseigner sur tout ce qui est qualité de l'air, notamment avec Atmo France. Donc sur son portable, on peut regarder Atmo France qui donne en fait des bulletins de la journée sur la qualité de l'air. Et aussi, on peut regarder, utiliser des applications de planification de parcours, notamment Strava, Komoot, etc., pour essayer de trouver un itinéraire qui sera plus loin des axes routiers. Mais il n'y a pas encore vraiment d'outil qui nous dit, par exemple, aujourd'hui on a une forte concentration à côté de ce lieu-ci, peut-être pratiquer une activité plus loin.
Éviter aussi toutes les rues étroites. Donc, par exemple, il y a certaines rues étroites, des fois on sent, des fois on peut le sentir vraiment qu'il y a un manque de ventilation. En fait, ça favorise tout ce qui est stagnation de polluants. Donc là, ça va être aussi un endroit plutôt à éviter. Pour ce qui est des conditions météo, donc là je vous en ai parlé juste avant, lors de notre étude au Summit Trail. On va plutôt privilégier de s'entraîner après tout ce qui est donc événements de pluie ou de forte concentration donc de l'air en humidité, ce qui va faire retomber notamment les particules fines au sol et différentes concentrations de gaz. Faire aussi attention à la direction du vent. En fait, si on se dit je vais courir dans un endroit plutôt rural, en fonction de la direction du vent, il pourrait qu'il y ait des fortes concentrations de polluants, plus ici que dans la ville. Par exemple, on sait que les particules fines, différentes études ont montré qu'elles peuvent faire 150 à 200 km. Notamment, je vous ai montré l'Ultra Trail de Clécy, nous avons des concentrations qui ont dépassé ces seuils. On va regarder si les directions du vent venaient de Caen ou d'une autre ville, mais peut-être qu'en fait, c'est des concentrations qui ont été faites dans une grosse ville, une grosse agglomération à 100 km, mais qui se sont déplacées avec les mouvements de vent jusqu'à un endroit très rural où nous avons fait l'expérience. Et aussi, donc, éviter de sortir, ça c'est plutôt notamment en été, aux heures les plus chaudes de la journée, parce qu'en fait, ça va favoriser donc, les concentrations d'ozone. En fait, l'ozone va se former avec différents mélanges de gaz et aussi avec l'effet de la chaleur et des UV. Donc, éviter les heures chaudes et très ensoleillées. Et enfin, parfois, on entend parler de pic de pollution. Donc là, pic de pollution, on va parler de quoi? Donc en fait, c'est quand un polluant dépasse les seuils d'alerte de l'OMS, que je vous ai montré tout à l'heure, que ce soit un gaz ou une particule fine, voire plusieurs, mais dès qu'un seul dépasse, on parle de pic de pollution. Et du coup, on sait que l'exposition, notamment sur le long terme, sera plus susceptible d'amener des risques, notamment sur la santé, que l'exposition à des pics, mais faire quand même attention à ces pics-là. Et du coup, les bonnes pratiques à prendre seraient de diminuer peut-être l'intensité ou la durée des séances lors de ces pics, privilégier des activités de renforcement musculaire plutôt que des activités quand on parle d'endurance, notamment la course à pied, où là, la ventilation va augmenter de manière plus importante. Et aussi opter pour des activités physiques peut-être en intérieur, en sachant que l'intérieur, donc les espaces, par exemple les salles de gym, etc., si on ventile beaucoup, ça peut améliorer la qualité de l'air, mais si par exemple dehors, nous avons une très grosse concentration de particules, que nous ouvrons toutes les fenêtres, en fait, ces particules-là vont pouvoir rentrer à l'intérieur des salles, et en fait, la qualité de l'air sera peut-être plus dégradée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire sur mon sujet pour le moment. Peut-être qu'il faudra revenir me voir pour parler un peu de la coulée verte à un autre moment.